Bonsoir à tous, bienvenue à ce MMA Forum. Alors on va parler d'Internet des objets dans un instant, on va peut-être commencer par se présenter. Alors à ma droite, Bruno Lussato de Wistiki, vous êtes le cofondateur de cette, on peut encore parler de start-up, spécialiste des objets connectés. Vous, votre spécialité, c'est le porte-clés connecté, mais pas que. Tout à fait. En fait, ce qu'on fait, c'est que on conçoit des objets connectés qui permettent aux gens de ne plus perdre leurs affaires. Donc Wistiki, en gros, c'est une plateforme. On a une application iOS, Android, et on développe des petits objets connectés qu'on vend aux gens. Et depuis l'application Wistiki, ils vont pouvoir géolocaliser le Wistiki et le faire sonner. Voilà, c'est ce qu'on fait. Très bien. À votre droite, Sébastien Bismuth. Bonjour Sébastien, on s'était vu il y a quelques mois déjà pour une table ronde de la Mobile Marketing Association. Vous êtes le directeur général de Undies. Alors, Undies, c'est une marque de prêt-à-porter plutôt féminin. Et vous, de lingerie, oui. Et de lingerie, on peut le dire. Et vous avez développé notamment un magasin connecté. On peut présenter en quelques mots votre marque ? Donc Undies, c'est une marque essentiellement de lingerie féminine. On a 160 magasins, principalement en France, également en Espagne, Belgique et quelques autres pays un peu plus lointains. On essaie de casser les codes de la lingerie et en l'occurrence, on a inventé une expérience shopping avec un magasin qui s'appelle Undies Machine où, à travers un écran, on peut commander un produit et le recevoir 2 minutes après via des tubes pneumatiques. Voilà, grosso modo. Donc c'est pas la petite culotte qui est connectée, c'est tout ce qu'il y a avant, toute la logistique. Voilà, c'est ça. C'est qu'en fait chaque produit est en RFID, a un code unique et effectivement on a un magasin connecté à travers tous ces produits qui émettent. Et également des e-beacons dans le magasin qui permettent de détecter votre présence à travers l'application et vous pouvez faire venir votre produit à travers ce tube pneumatique sans passer par les bornes, uniquement avec votre téléphone mobile. Vous pouvez lancer une commande. Très bien. À votre droite, Hicham Badreddine, bonsoir. Vous êtes directeur général à la direction service client et gestion de Malakoff Médéric. Comment on vous présente une mutuelle, une compagnie d'assurance? Quels sont vos métiers? Je veux juste rectifier, je ne suis pas encore directeur général. Pardon. Directeur digital. Directeur digital. J'anticipe sûrement. Alors Malakoff Médéric, c'est un groupe de protection sociale. Il a 2 métiers essentiellement. C'est un métier autour de la santé, c'est l'assurance, c'est une mutuelle. Et un métier autour de la retraite pour accompagner les gens qui cotisent à leur retraite ou les gens qui partent à la retraite. Alors aujourd'hui, on va parler plutôt sur... Alors vous avez développé des solutions dans la santé connectée, hein? Tout à fait. Alors nous, on ne développe pas des produits, on va dire, connectés. Par contre, on a mis en place des plateformes de prévention que eux vont consommer la donnée qui va effectivement venir de ces produits connectés. Tout à fait. Très bien. Et à votre droite, Jérôme Boissou, qui est responsable marketing du programme Elliott chez Legrand. Legrand, un géant français de l'électronique et désormais de l'IoT. Oui, donc tout le monde connaît Legrand, puisque tous les matins, je pense que beaucoup d'entre vous appuyez sur un interrupteur Legrand. Il faut avoir en tête que c'est un peu plus d'1 milliard de personnes qui, tous les matins, touchent un interrupteur Legrand. Legrand, c'est pas que des interrupteurs. On a lancé notre programme IoT il y a maintenant 18 mois en France. C'est 300 millions d'euros de chiffre d'affaires à fin 2015. Rien que sur la partie objets connectés, le groupe Legrand, c'est 4,8 milliards. Entreprise internationale, leader dans plein de pays, dans tout un tas de domaines. Très bien, alors porte-clés connectés, magasins connectés, santé connectée, maison connectée. Joël de René nous le rappelait, la domotique, c'est des concepts assez anciens, l'Internet des objets, c'est des concepts un peu anciens. Et on a le sentiment que depuis quelques mois, quelques années, les grands noms du smartphone font une entrée un peu fracassante dans cet univers. Comment vous intégrez ces acteurs dans votre activité? Quelle est la place du mobile dans votre business aujourd'hui, Bruno? Donc tout se commande depuis un smartphone, hein. Tout à fait. Alors, nous, on a la chance d'être complètement, j'ai envie de dire, les fabricants de smartphones ne pourront jamais vraiment prendre notre place parce que Wistiki, c'est avant tout des objets hardware. C'est-à-dire qu'en gros, ce sont des petits capteurs qu'on accroche sur des objets qui ne sont pas sur nous. Donc, on se détache en fait de la personne, on met ça sur des clés, sur un portefeuille, voilà.
Donc on est indépendant des fabricants de smartphones, et à cet égard, je pense que c'est assez compliqué pour un fabricant de smartphone de directement se mettre sur ce credo-là, qui est un credo très hardware. Je pense que les fabricants de smartphones sont plus des concurrents, des objets connectés qui ont vocation à être sur des personnes, en fait, constamment. En tout cas, vous, votre problématique, ça a été de vous insérer dans les écosystèmes d'Apple, de Google, en adoptant leurs normes, en adoptant leur plateforme. Tout à fait. C'est-à-dire qu'on développe des objets connectés, mais notre application est sur des smartphones, principalement iOS et Android. Donc il faut s'adapter aux univers iOS, aux univers Android. Tout à fait. Sébastien, on parlait de l'arrivée des smartphones. On peut dire que ça a été votre principale source d'inspiration pour vos magasins, avec ces interfaces, avec ces bornes tactiles, avec une UX, une logique qui rappelle évidemment celle du smartphone, qui est l'écran de prédilection de vos clientes. Oui, tout à fait. Effectivement, notre écran, c'est un grand iPhone. Mais ce qui est extraordinaire pour nous, pour les retailers, alors, je dis qu'on est des pure players parce que finalement, il n'y a plus de pure players, puisque les pure players, la définition, c'est pas de magasin physique et dans Wikipédia. Et aujourd'hui, tous les pure players commencent à avoir des relais physiques. Donc nous-mêmes, on estime que nous sommes, comme eux, des pure players avec 150 relais physiques déjà existants. Donc on a fait déjà un gros morceau du chemin qui est le plus dur à réaliser, d'avoir ces points de contact physiques. Et le mobile, pour nous, c'est extraordinaire, parce qu'aujourd'hui, on peut commander dans le magasin et se faire livrer immédiatement, sans passer par les bornes, à travers le mobile. On peut préparer sa commande au Starbucks du coin sur son mobile, la conserver, et dès que vous arrivez dans le magasin, vous êtes détecté par un beacon, donc immédiatement, vous pouvez valider votre commande et vous la faire envoyer. Donc effectivement, ça permet beaucoup de choses. Ça permet de rayonner en dehors du magasin et de finaliser avec le mobile un achat également dans un magasin physique. Hicham, vous avez donc développé des solutions de santé connectée. Dans quelle mesure elles s'intègrent aux différents écosystèmes mobiles ? Alors aujourd'hui, pour nous, le mobile, c'est vraiment le vrai accélérateur de l'usage de ces solutions. Je pense qu'avant l'arrivée du mobile, on parlait peu de services de coaching santé, on comptait moins ses pas. Voilà. Et l'arrivée du mobile a été le vrai accélérateur, parce qu'on avait des applications avant, mais le taux d'usage était quasiment nul, de prévention et de coaching santé. Maintenant, on voit que le taux d'usage a explosé. Alors, 1, grâce au mobile, 2, grâce à la gamification, 3, grâce à l'émergence des communautés, des challenges entre les communautés. Et quand on regarde tout ce mix et on ajoute aussi la donnée qui vient des objets connectés qui nous permet de personnaliser le service, là on voit vraiment une explosion de l'usage grâce à ces ingrédients aujourd'hui. Et ça s'intègre concrètement sur l'écosystème iOS, l'écosystème Android, Tout à fait, aujourd'hui, effectivement c'est indispensable, les deux plateformes. On rappelle avec quel type d'objet vous travaillez aujourd'hui Alors jusqu'à maintenant... C'est les tensiomètres principalement, je crois. Alors les tensiomètres, aujourd'hui on n'a pas une offre sur le marché qui utilisait tensiomètres, c'était dans le cadre d'une expérimentation. Aujourd'hui on est plutôt sur des trackers classiques pour compter le nombre de pas, on est sur le pouls, des choses surtout pour le bien-être. Aujourd'hui, on s'adapte quasiment depuis peu à toutes les plateformes, parce qu'avant on n'était que sur du eSync ou Fitbit, parce qu'à chaque fois il fallait mettre en place un connecteur spécifique à la marque. Et là, on a mis dernièrement un bridge, ce qu'on appelle un bridge, qui est capable de consommer les différentes marques sur le marché. Très bien. Jérôme, chez Legrand, donc on le disait, il y a longtemps eu une volonté de faire de la domotique, et c'était un petit peu des initiatives en dehors des écosystèmes des grands noms du mobile. Là, avec le smartphone, il y a une véritable accélération de la domotique. Ce sont ces acteurs-là qui font que ces technologies deviennent grand public. Et puis même de votre côté, il y a une volonté peut-être de faire évoluer les interfaces. Il y a eu 2 étapes. Il y a eu la première étape quand le mobile a commencé à se démocratiser, où on a tout de suite vu, en tant que marketing pour la marque Legrand, le mobile va remplacer l'interrupteur ou le portier, et l'interrupteur, c'est fini, il est mort. J'ai en tête un article il y a 5 ans dans les Échos. Regardez, dans ce bâtiment, il n'y a plus un seul interrupteur. C'est un bâtiment très connu de Paris. Aujourd'hui, il y a des interrupteurs partout, parce que l'expérience client sans un interrupteur dans sa maison ou dans un bâtiment, c'est juste un cauchemar. Donc il y a eu cette première partie.
ce qui s'est vite passé derrière, c'est qu'on a compris qu'une expérience utilisateur, elle pouvait très bien commencer avec un interrupteur ou un portier physique, se continuer avec un mobile et recommencer avec du physique. Bon, ça a déjà été dit dans toutes les tables rondes précédentes. Ce que l'on a fait, comme on est un acteur complètement ouvert, c'est qu'on a travaillé l'interopérabilité et la capacité d'adjoindre l'expérience mobile à une expérience habituelle. Concrètement, ça veut dire quoi? Que nous avons signé un certain nombre de partenariats pour travailler et co-développer des choses, avec notamment Google, pour co-développer le langage qui va être utilisé par nos produits, mais aussi par des produits ou des services de Google. Deuxième partenariat que nous avons signé, c'est avec Samsung. D'ailleurs, c'est un partenariat multiple. Je prendrai juste l'exemple, celui de l'hôtellerie. Vous avez une Smart TV Samsung dans votre chambre d'hôtel. Elle va communiquer avec votre système de keycard, votre thermostat, votre gestion de la lumière, et vous allez pouvoir ainsi retrouver vos réglages en fonction des différents hôtels que vous allez faire. Et ça, grâce à la communication entre les produits de Samsung et les produits de Legrand. La dernière annonce dans le monde du mobile en date, c'est Apple qui a annoncé avant l'été que nous serions un acteur de son ensemble du bâtiment, un acteur de HomeKit. Vous avez tous vu apparaître la petite maison jaune si vous avez un iPhone sur iOS 10. Voilà, nous développerons des solutions. Et c'est bien l'adéquation de ces deux, et à la fois ces acteurs ont bougé dans leur manière d'avoir la relation avec l'utilisateur, et à la fois nous avons bougé chacun a fait un pas dans la leur direction sens. de l'autre. Exactement. Et voilà, c'est vrai que dans ce monde de l'IoT, on a souvent opposé les choses. Le mobile aux produits de l'infrastructure, les startups à des grands groupes. En fait, c'est surtout et avant tout beaucoup de co-développement, et ça nécessite une ouverture. C'est ça qui est important. Alors on parle de smartphone, on parle d'objets, mais on parle évidemment aussi beaucoup de services, on parle de data. Comment vous voyez votre métier chez Wistiki? Donc vous le disiez, hein, c'est pas simplement de fabriquer des porte-clés connectés, c'est finalement opérer un service pour les gens étourdis? Oui, tout à fait. Si vous voulez, on a des problématiques qui sont au final assez similaires à des applications. Hein. C'est-à-dire qu'on récolte de la donnée, il y a des problématiques de sécurisation de ces données, comment on les crypte, comment on les envoie à nos serveurs. Donc j'ai envie de dire, sur tous ces sujets-là, c'est très similaire à des applications plus classiques. La vraie différence qu'on va avoir avec des applications, c'est le fait que un service d'objets connectés, donc il y a du software, il y a deux autres choses qui sont très particulières à des objets connectés. Il y a du hardware et il y a du software embarqué dans le hardware. C'est sur ces deux derniers points qu'on va se distinguer des applications, et je pense que le gros enjeu aujourd'hui pour les objets connectés, c'est de sécuriser cette partie-là, plutôt sur la partie hardware et software embarqué. Donc les objets connectés doivent avoir une faculté à updater le software embarqué dans le hardware, de la même manière qu'il est aujourd'hui possible d'updater des applications. Et ça peut paraître évident, mais c'est pas encore commun encore parmi les fabricants d'objets connectés. Le hardware, c'est un prétexte pour capter de la donnée? Bon, c'est pas un prétexte. C'est simplement c'est le cœur même en fait de l'objet connecté. C'est-à-dire que l'objet connecté, s'il ne capte pas de la donnée, il ne peut pas remplir le service qu'on promet à l'utilisateur. Ça ne veut pas forcément dire qu'on va ensuite utiliser cette donnée pour l'exploiter à d'autres fins. Mais en tout cas, il est nécessaire à un moment de capter de la donnée pour répondre au service que l'utilisateur entend faire de cet objet. Sébastien, vous avez beaucoup de données sur l'avant-vente. Hein. Je crois que vous êtes capable de connaître en temps réel le niveau des stocks, savoir ce que les consommatrices testent dans les cabines. Hein. Par contre, une fois que l'objet est vendu, il n'y a plus de remontée d'informations. C'est un choix délibéré? Enfin, c'est un choix délibéré, oui, parce que savoir l'utilisation d'un soutien-gorge une fois qu'il est vendu me paraît quand même assez intrusif. Donc on n'a pas vraiment d'intérêt à suivre tout cela. Mais moi, personnellement, j'ai une vision très particulière de la data. Hein. C'est-à-dire que nous, en tout cas, je ne crois pas, et ce que je mets en place dans l'entreprise, je ne crois pas en la data CRM de suivi précis du parcours client avec derrière, on lui pousse une offre, etc. Nous, on travaille sur de la social data, c'est-à-dire qu'on essaye de comprendre le comportement
global des gens sans les, je dirais, les clusteriser, sans les détailler pour les pousser. C'est plus pour nous avoir un apprentissage, par exemple sur notre offre produit. On a, avec Facebook Connect, on récupère les likes des gens, et quand on veut, par exemple, faire une collection, je ne sais pas, avec la Panthère Rose, on va voir que finalement, les likes en commun avec Andy's et la Panthère Rose sont très faibles et qu'il n'y a pas d'affinité. Et derrière, on va abandonner cette collection. Quand on prend l'affinité de Andy's avec Harry Potter, elle est énorme. Et donc, on va pouvoir offrir aux gens quelque chose de plus proche de leurs attentes. Les cabines, on est capable de savoir aujourd'hui les produits les plus essayés, les moins achetés. Mais on ne s'intéresse pas à la personne, qui elle est, ce qu'elle fait, comment elle se comporte. C'est que grâce à ça, il y a des cas où on a un produit qui, 80% des cas, est essayé et n'est pas acheté. Donc on va revoir notre fitting, le modèle, pour comprendre et ne plus avoir cette frustration d'aller en cabine, de se déshabiller, c'est quand même assez désagréable, hein, surtout pour essayer de la lingerie, et puis finalement ça ne vous va pas. Donc c'est vraiment une mauvaise expérience de la marque. Donc à travers cette donnée, on va améliorer le fitting et on va améliorer l'expérience client. Pareil avec aujourd'hui la gestion du retour dans les boîtes aux lettres avec Colissimo qu'on a mis en place. C'est pour l'expérience client, c'est-à-dire qu'on dit finalement la meilleure cabine du monde, elle est chez vous. Si le produit ne vous va pas, grâce au mobile, vous scannez votre ticket de caisse, le ticket de caisse apparaît, vous validez, et le lendemain matin, à 8h du matin, on récupère votre colis dans la boîte aux lettres. Donc nous, on est dans cette expérience client globale et pas dans le tracking du client. Hicham, la donnée récoltée par ces objets connectés, elle vous permet tout simplement d'améliorer votre métier d'assureur, de mieux connaître les comportements et d'adapter vos offres. Alors aujourd'hui, par rapport aux plateformes de coaching, c'est pas le cas. C'est-à-dire aujourd'hui, on fait pas de lien entre ce qui se passe sur ces plateformes et nos offres nécessairement, parce que l'usage de ces plateformes reste anonyme. L'idée, c'est comment pousser. C'est du préventif aujourd'hui. Voilà, c'est du préventif. C'est-à-dire à partir du moment où on est sur du préventif, c'est comment proposer une expérience efficace pour que ces plateformes soient utilisées. Aujourd'hui, l'enjeu, c'est qu'il faut qu'ils soient utilisés. Notre enjeu, c'est comment maîtriser les coûts pour garder une qualité de soins aux normes d'aujourd'hui. On connaît tous des problématiques de la protection sociale en France. Oui, j'ai cru comprendre qu'un candidat souhaitait serrer un peu les boulons. C'est un autre sujet. Alors, en tout cas, aujourd'hui, l'idée, c'est de dire, si on est dans le préventif, on peut effectivement continuer à maîtriser les coûts. Ça, c'est qu'une étape. On voit déjà des compagnies d'assurance qui vont plus loin. Et vous allez vous utiliser ce type d'informations, j'imagine, pour peut-être personnaliser demain le scoring des clients ? Non. En tout cas, aujourd'hui en France, n'oubliez pas qu'on est sur un système de mutualisation. La mutualisation, c'est-à-dire qu'on est au profit du collectif, pas de l'individuel. Et l'enjeu, il est très collectif. Par contre, on peut collectivement le faire aussi. Je vais vous donner un exemple. On va travailler aussi à des services adaptés à ce qu'on appelle des conventions collectives, c'est-à-dire des métiers qui peuvent générer des pathologies. Je vous donne un exemple. Si vous êtes dans le métier de bâtiment, vous avez des problématiques liées au dos parce que vous faites un métier assez compliqué, on peut effectivement avoir des services de prévention ou d'accompagnement sur ces choses-là. On peut être efficace aussi dans une donnée collective. Mais aujourd'hui, on ne travaille pas au niveau de la donnée individuelle. Très bien. Jérôme, chez Legrand, aujourd'hui, votre métier, c'est de fabriquer des objets électroniques, mais on voit certains de vos concurrents, notamment Nest, par exemple, qui se positionnent au-delà de l'objet comme un opérateur de service pour faire des économies d'énergie, par exemple. Est-ce que vous-même, vous êtes en train de glisser d'une logique hardware vers une logique d'opérateur de service ? Alors, concurrent et partenaire, j'étais juste avant chez un promoteur immobilier où nous travaillions main dans la main avec mes amis de Nest. Donc ça, c'est encore une fois pour démontrer le besoin d'ouverture. Oui, nous fabriquons des produits. Je reviens sur ce que disait monsieur. On fabrique des produits, du hardware, qui fabrique énormément de données dans un bâtiment. On peut même dire qu'on est le fabricant du cookies qu'on connaît bien sur nos ordinateurs. Réelle, on est le fabricant du cookies de la vie réelle, ce qui intéresse énormément de gens. La stratégie de Legrand autour de la data est assez simple. Nous sommes générateurs de services tiers. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on parle à toute personne qui veut délivrer des services sur la base de nos produits et nous n'avons pas Legrand vocation à délivrer ces services d'expérience. On en fait plutôt attaché aux produits, sur la maintenance de nos produits, le suivi de nos produits. Après,
nous étions avec Malakoff Melleric l'année dernière ensemble sur le stand de la Poste pour ensemble travailler ces solutions-là. Prenons l'exemple de la Poste. C'est un des premiers partenariats que l'on a signé. Un interrupteur chez soi, ça permet de donner une information intéressante pour le suivi d'une personne âgée qui est seule chez elle. Parce que vous savez, c'est une personne âgée qui n'est pas forcément dans un cadre d'hospitalisation. On est son petit-fils ou son enfant, on a peut-être envie de savoir si elle va bien. L'interrupteur qui lui sert à allumer et éteindre la lumière va pouvoir dire si la personne va bien ou pas. Et la Poste va peut-être pouvoir délivrer un service d'assistance de proximité. Donc on se met vraiment dans ce cadre-là. Nous faisons des produits et des tiers vont délivrer ces services. J'ai pris le cas de la Poste, mais beaucoup de promoteurs immobiliers qui sont nos clients vont se servir de ces informations-là pour délivrer des services. Un mot rapide de tous les quatre sur les sujets autour de l'intelligence artificielle. Est-ce qu'on pourrait imaginer à terme être une automatisation des services? Alors, chez Wistiki, vous misez plutôt sur la communauté, c'est-à-dire des humains qui vont détecter l'objet perdu et j'imagine qu'ils vont, par leur smartphone, le notifier à d'autres humains. Mais l'avenir de l'IoT, c'est aussi l'IA et l'automatisation? Sûrement pour certains types d'objets connectés. Pour Wistiki, en tout cas, c'est pas à l'ordre du jour. Il n'y a pas vraiment d'intérêt particulier de notre côté. On ne pourrait pas imaginer un système préventif qui vous dit vous êtes parti de chez vous en oubliant, je sais pas, vos clés, vous vous éloignez dangereusement de votre trousseau de clés avec un message préventif? Alors, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, en fait, mais sans intelligence artificielle. D'accord. Si vous voulez, aujourd'hui, le principe de Wistiki, c'est que le Wistiki est connecté à votre smartphone via du Bluetooth. Et vous pouvez décider de mettre en place une option qui fait que si votre Wistiki s'éloigne de plus de 50 mètres de votre smartphone, vous en êtes alerté. D'accord, en fait, c'est un début de programmation, mais on ne pourrait pas à terme l'automatiser complètement? À terme, on peut le faire, je pense qu'on peut le faire. C'est pas à l'ordre du jour de notre côté, et on peut sûrement le faire. Chez Undiz, il y a des réflexions autour de l'IA pour rendre l'expérience en magasin en grande partie automatique, avec peut-être des agents qui nous suggéraient un produit ou un autre en fonction d'un historique. Alors, absolument pas. Et encore une fois, on ne va pas travailler là-dessus. Pour nous, l'intelligence... C'est pas dans votre ADN, hein? C'est pas que c'est dans notre ADN, c'est qu'on a une autre vision et qu'il n'y a pas que la vision générale qui prime. Parce qu'on a un peu l'impression que tout le monde travaille sur les mêmes sujets. Mais est-ce que c'est ces sujets qui seront les sujets pour tout le monde de demain? C'est pas sûr. Pour nous, l'intelligence artificielle, c'est la communauté. Donc notre enjeu, c'est de développer une communauté qui s'appelle aujourd'hui Undiz Family. Et c'est eux l'intelligence, c'est-à-dire c'est cette communauté aujourd'hui qui répond à toutes les questions de nos clients sur notre site internet. On a plugué Talkie-Walkie qui permet aux gens de se répondre entre eux. On est sur la prescription entre les gens, on est sur le like, donc cette intelligence artificielle, elle est réalisée par des gens qui ont vraiment vécu l'expérience. Et j'y vais même plus loin. Notre Instagram est 100% du regram, c'est-à-dire que c'est notre communauté. C'est vos clientes qui alimentent. C'est nos clientes à 100% qui alimentent l'Instagram. Donc effectivement, on choisit les hashtags Undiz Family et c'est elles les prescriptrices. Et ça, c'est une intelligence qui n'a pas de prix. Collective. C'est une vraie intelligence collective, réelle, et c'est des êtres humains, quoi. Hicham, quand on est aussi une mutuelle, on doit faire cet arbitrage entre la machine et l'humain? Oui, après ça dépend. S'il y a de la valeur pour le client, pourquoi pas. Nous, l'année dernière, par exemple, on avait une expérimentation autour de la pollution. Il faut savoir que la pollution en France coûte 100 milliards d'euros par an et l'impact il est colossal sur la santé. On avait travaillé sur une expérimentation en disant qu'on a identifié que la pollution à la maison elle est encore plus forte qu'à l'extérieur parce qu'on ouvre les fenêtres, on les ferme et là on va garder la pollution chez soi et l'impact est plus fort. Et on se disait, grâce à l'open data, au calcul de la pollution, on peut avoir des objets qui peuvent épurer la maison, purifier la maison, pardon. Ça peut être le matin, ça peut être le soir, et ça peut diminuer l'impact. Ça peut être fait automatiquement. Voilà, ça peut être fait automatiquement. Là, on a mené une expérience l'année dernière, effectivement. D'ailleurs, on l'avait présenté au CES, et on est en train de creuser des pistes de ce type. Jérôme, chez Legrand, il y a beaucoup de scénarios qui consistent justement à automatiser la maison et à avoir une smart home. Home Smart Home, je crois, c'est votre slogan, Ouais, c'est notre slogan, qui sera du coup de plus en plus autonome.
Oui, alors faut faire attention, on ne veut pas faire la maison de Monsieur Tati des années 70, on a tous vu le film. Pour répondre à la question, nous avions organisé lors de Vivatech un hackathon avec Samsung. Il y avait une dizaine de startups qui, pendant une journée, ont travaillé sur des produits Legrand, des produits Samsung, des produits Netatmo, WeSync et d'autres. Et c'est Craftai, une startup dans le domaine de l'intelligence artificielle, qui a gagné. Et d'ailleurs, on les amène avec nous sur notre stand au CES, puisque Legrand aura son stand propre pour le prochain CES. Ça me permet de vous donner rendez-vous, puisque nous annoncerons une innovation qui, je pense, changera le quotidien de beaucoup de gens. Donc rendez-vous le 3 janvier. Et il y aura, pendant le CES, Craftai fera des démonstrations avec de nouvelles interfaces homme-machine très naturelles. Exactement, mais encore une fois, quand on voit un interrupteur, le matin, on a peut-être envie qu'il allume sa lampe à 100%, plus qu'il lève les volets. À midi, ce même interrupteur, c'est peut-être juste 50% de lumière, et le soir, une autre ambiance. Voilà, l'intelligence artificielle va apprendre et va apporter ça de manière très pragmatique, mais ça ne doit pas être en rupture dans les usages, parce que si on est en rupture, c'est la domotique comme on a connu pendant 20 ans, ça ne fonctionnera pas, et je désactive la notification parce que ça me gêne, et voilà, il faut que ça soit fluide et que ça ne soit pas en rupture. Un mot de conclusion, Bruno, le mobile change le monde et WeSticky change la vie des gens? Nous, quand on a créé WeSticky, donc c'est une affaire de famille, hein, pour la petite histoire, on est 3 frères à avoir créé WeSticky il y a 3 ans maintenant, on se disait qu'il nous semblait que les gens perdaient leurs affaires, et qu'il n'y avait pas de produit qui répondait à ce besoin-là. Donc nous, on est parti du besoin, et du coup on espère qu'on change la vie des gens. On a déjà vendu aujourd'hui plusieurs centaines de milliers uniquement en France. Donc oui, on espère changer la vie des gens. Maintenant, pour essayer de se rapprocher un petit peu du thème de cette journée, est-ce qu'on change la vie du mobile de manière plus générale et de la publicité? D'une certaine manière, je pense oui. Alors nous, quand on a créé WeSticky, on voulait juste répondre à un besoin. Les gens perdent leurs affaires, aidons-les à ne plus perdre leurs affaires. En fait, on s'est rendu compte qu'il y a énormément de départements marketing digital qui nous ont contactés et ils ne voulaient pas faire de la publicité sur l'application WeSticky, hein, ça ne les intéressait pas. Mais par contre, ils voulaient utiliser WeSticky comme un objet publicitaire. Et en fait, c'était très intéressant, parce que c'était les départements marketing digital qui nous contactaient, mais ils trouvaient ça intéressant d'avoir le logo de leur société sur l'objet connecté WeSticky, et leurs clients, ensuite, allaient sur l'application WeSticky sur laquelle il n'y avait aucun logo. Donc du coup, c'est une manière un petit peu différente d'envisager la publicité mobile. Et du coup, peut-être qu'à notre manière, on va un petit peu participer à cette révolution de la publicité sur le mobile. À la conquête du offline. Peut-être que c'est un... Voilà. En tout cas, WeSticky, une excellente idée de cadeau de Noël, n'est-ce pas? Je ne vous le fais pas dire. Très bien. Sébastien, également un petit mot de conclusion. Le mobile change le monde et le mobile aussi change la façon de faire du commerce? Alors, nous, ce qu'on pense, c'est que la lingerie et la façon d'exprimer ces différences avec la lingerie peut changer le regard des hommes sur les femmes et peut faire passer une très bonne journée, parce qu'une culotte peut changer... non, pas pour justement. C'est pas du tout ça. Parce qu'une culotte peut changer l'humeur d'une journée. On peut le retweeter, ça quand je prends un boxeur le matin et que c'est un boxeur Batman, je me sens en forme. Et donc notre mission à nous, c'est que la lingerie n'est pas un accessoire qui emballe une personne, mais qui est un mode d'expression pour être I am what I am, so what. C'est-à-dire que je peux être sexy avec un soutien-gorge Bob l'éponge, et pas forcément avec de la dentelle noire et rouge et un porte-jartel. Donc voilà, nous on est pour que toutes les femmes puissent exprimer leurs différences avec la lingerie, que ça soit un accessoire de mode. Très bien, merci Sébastien. Également une excellente idée de cadeau de Noël, j'imagine, les produits Undies. Hicham, également un mot de conclusion? Pour moi, le mobile a vraiment un impact sur notre comportement aujourd'hui, notamment ce que je disais tout à l'heure. Nous, en tout cas, sur la prévention et l'usage des outils de prévention, c'est vraiment un accélérateur de l'usage de cet outil. Et je pense que c'est vraiment, ça change la vie. Merci Jérôme, un mot de conclusion. Legrand a aussi le même regard sur ce sujet? Oui, le mobile complète complètement l'expérience que l'on a chez soi. Alors quand on est en sous-vêtements, on n'a pas de poche pour mettre son mobile, donc
faut bien quand même des interrupteurs aux bons endroits, mais permet de rester en contact avec sa maison à distance, permet de faire plein d'autres choses. Donc cette mobilité, elle est cruciale. On l'intègre complètement, vous l'avez compris, au travers essentiellement de partenariats. Et souvent, les services se traduisent grâce au mobile. Je n'ai pas dit une chose importante. Tout à l'heure, il y avait quelqu'un de BMW, sa voiture, on la pilote avec la voix. Quand on s'en éloigne, elle se ferme automatiquement. Tous ces services qu'on a aujourd'hui dans plein de domaines, réfléchissez bien, finalement, on ne les a pas chez soi. Et le mobile va permettre de les avoir très prochainement. Ce genre de choses. Je viens de vous parler de la commande par la voix. On sent qu'on va en reparler en janvier au CES, ouais, n'est-ce pas ? pense. Et puis, on peut offrir un interrupteur. Hein, c'est une idée originale de cadeau pour Noël. C'est vrai. Très bien, merci en tout cas à tous les quatre pour ces témoignages.